23 avril 2013, à la une de l'actualité, la clôture demain de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. Après 3 mois d'intense activité à l'hémicycle, cette clôture consacre 3 mois de vacances parlementaires. Le bilan de la première session ordinaire en début de ce journal. Au lendemain de la proclamation officielle des résultats des élections partielles d'avant-hier, le président de la CEI, Youssouf Bakayoko, a fait une déclaration ce mardi. Il se réjouit de la bonne conduite du scrutin en général. Et puis, la seule femme en course pour la présidentielle malienne ne démord pas. Aïdara Aïchata Alassane Cissé était face à la presse hier pour présenter les raisons de candidature et ses ambitions pour le Mali. Elle compte sur les femmes et les jeunes. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans le 20h. Elle aura lieu demain la clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale ivoirienne. Après 3 mois d'intense activité à l'hémicycle, cette clôture consacre 3 mois de vacances parlementaires. Durant la première session ordinaire, qu'est-ce que les députés de Côte d'Ivoire ont eu comme activité? Les éléments de réponse avec Broléon. À l'ouverture de la première session parlementaire en avril 2013, le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a appelé les députés à participer activement à la vie de leur institution. Message reçu 5 sur 5 par les parlementaires qui ont adopté en 3 mois une vingtaine de projets de loi et conventions internationales. Parmi les textes examinés figure la loi d'habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance des mesures en matière économique, la lutte contre la cybercriminalité, la convention relative aux droits des personnes handicapées, la loi modificative du budget 2013 de l'État de Côte d'Ivoire. Le premier trimestre de l'année en cours a été également marqué par des sessions extraordinaires pour permettre aux députés d'échanger avec des personnalités étrangères telles que le directeur général du FMI, Fonds monétaire international Christine Lagarde et le président du Nigeria, Goodluck Jonathan. Entre sessions et séances d'information, les parlementaires ivoiriens ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont repris plusieurs jours durant le chemin de l'école dans le cadre de séances de renforcement des capacités organisées à leur intention. On notera au passage le séminaire sur le droit des femmes et l'égalité des sexes, la séance de sensibilisation sur le droit d'asile. Malgré ce calendrier chargé, l'actuel pensionnaire du Perchoir a demandé aux députés de se rendre sur le terrain. Et pour donner l'exemple, le président Guillaume Soro n'a pas ménagé ses efforts. Il est allé au contact des populations, notamment à Aboissou et à Bengourou. Au cours de ces visites, des appels à la réconciliation ont été lancés pour que, réunies, les populations ivoiriennes puissent aborder ce nouveau virage de l'histoire de leur pays. Couronnement de tous ces efforts et de ceux déployés dans le cadre de la diplomatie parlementaire, la tenue à Abidjan ce mois de juillet de la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Des assises que l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a abritées avec succès. Les députés ivoiriens peuvent alors s'offrir 3 mois de vacances, mais avant, ils devront se retrouver à l'hémicycle ce mercredi 24 juillet. Et puis sachez en bref que le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro, est de retour à Abidjan après une mission de l'OIF en Égypte. Vous aurez probablement les images de ce retour d'ici la fin de ce journal. Je vous le disais en titre, au lendemain de la proclamation officielle des résultats des élections partielles d'avant-hier, le président de la CEI, la Commission électorale indépendante, a fait une déclaration ce mardi. Youssouf Bakayoko félicite les acteurs impliqués dans l'organisation de cette échéance électorale. Il était au micro de Marie-Laure Ngoran. Fini les élections couplées municipales et régionales. Les derniers résultats proclamés hier par la Commission électorale indépendante. Les résultats des conseillers régionaux pour le Kyologo et des conseillers municipaux à Anyama, Bétier et Doropo ont été confirmés par le président de la Commission électorale indépendante. Youssouf Bakayoko félicite tous les acteurs impliqués dans l'organisation de ces élections et invite la population à accepter le verdict des urnes. Par ailleurs, sur la base de l'ensemble des ralliements enregistrés, la Commission électorale indépendante dresse le tableau statistique global des résultats recueillis par partis et groupements politiques aux élections locales 2013. Liste élue
des conseillers régionaux, RDR 11, RHDP 9, indépendants 5, PDCI RDA 4, PDCI RDA UDPCI 1, UDPCI 1. Liste élus des conseillers municipaux, RDR 96, PDCI RDA 48, indépendants 44, UDPCI 5, RHDP 4. Avec le concours de tous, gouvernement, ONUCI, partenaires nationaux, bailleurs de fonds, la commission électorale indépendante a pu conduire à bonne fin le cycle électoral entamé en 2010 avec le scrutin présidentiel. L'on peut affirmer que notre pays, après la tenue de toutes ces élections, s'est approprié les vertus de la démocratie et est résolument engagé aujourd'hui sur la voie de la modernité. Une délégation d'experts en charge de la communication de la BAD, la Banque africaine de développement, est dans la capitale économique ivoirienne depuis quelques jours. Elle a été reçue aujourd'hui par la ministre de la Communication, Maître Afoussiata Bamba Lamine. La rencontre a eu lieu dans le cadre des préparatifs du retour de la BAD à Abidjan. Gabriel Zali. La délégation de la BAD, Banque africaine de développement en charge de la communication et de la gestion de changement, multiplie les rencontres dans la perspective de préparer le retour de l'institution financière africaine à Abidjan. Ce mardi, la délégation a été reçue par Afoussiata Bamba Lamine, ministre de la Communication. Ces experts de la communication de la BAD attendent beaucoup du ministère en termes d'optimisation des actions de communication de l'institution. La compréhension des enjeux du retour de la banque et la disponibilité à nous apporter le soutien requis pour un retour en douceur ordonné et planifié. Pour faire de ce retour un véritable succès, le ministre de la Communication a donné l'assurance que les actions seront entreprises pour accompagner la Banque africaine de développement. La BAD revient dans son siège, c'est que toutes les populations africaines et au-delà d'elles à l'international puissent être informées effectivement de ce retour, de ce que fait la BAD et qui est, je dirais, une communication dynamique qui s'installe entre la BAD et les populations ivoiriennes. Donc c'est pour cela effectivement que nous allons accompagner la BAD, nous allons donc les soutenir, les appuyer et mettre à contribution toutes les structures qui sont sous la tutelle du ministère de la Communication, c'est-à-dire la RTI, la radio-télévision ivoirienne, Fraternité Matin également, l'AIP, l'agence ivoirienne de presse. Afoussiata Bamba Lamine a exprimé également sa fierté de soutenir le retour de la BAD à Abidjan. Ce retour se fera par vagues successives avant la fin de cette année, avait annoncé en juin dernier Donald Kaberuka, le président de la Banque africaine de développement. Et puis le gouvernement ivoirien qui remet des chèques aux détenteurs de droits coutumiers, et ce dans le prolongement du programme de construction de logements sociaux et économiques dans le district d'Abidjan. À travers cette opération de remise de chèques, l'État entend témoigner sa bonne foi quant au paiement intégral du montant de la purge. Les explications d'Herman Yamia. Programme de construction de logements sociaux et économiques. Les nuages se dissipent pour faire place à plus de visibilité. Le foncier qui constitue l'un des obstacles majeurs à la réalisation du programme vient d'être levé. Les détenteurs des droits coutumiers des villages de Songon-Kassamblé, Agamé-Benjaville et Modeste, qui se sont engagés à héberger le programme, ont reçu des chèques constituant une avance pour la purge des droits coutumiers. Ces 3 villages ont octroyé à l'État 521 hectares de terre pour la réalisation du projet. C'est vraiment avec plaisir que nous participons à ce programme qui prévoit tout un pan de logements sociaux pour les Ivoiriens. Et le village d'Agamé-Benjaville vient de céder une superficie conséquente après concertation avec toute la communauté. Nous sommes contents, pourquoi? Parce qu'il s'agit du démarrage d'un partenariat public-privé et on ne peut pas avoir meilleur partenaire que l'État lui-même. Le paiement intégral du montant de la purge sera étalé sur 6 mois à compter de la date de démarrage du programme immobilier. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme rassure souscripteurs et détenteurs de droits coutumiers. C'est une avance. Mais dans quelques mois, ils auront l'avantage, pour ceux qui veulent avoir l'intégralité de la rémunération
en espèces sonnantes, d'avoir l'intégralité de cet argent dans les 6 mois à venir, au maximum. Ceux qui veulent, en tout cas, être payés en nature, c'est-à-dire en bâtiment, que cela puisse l'être. 85% des souscripteurs souhaitent avoir leur logement dans le district d'Abidjan, ce qui n'est pas réalisable avec la parcelle disponible, selon les experts du ministère de la Construction. Des négociations, ont-ils ajouté, sont donc en cours avec d'autres villages pour l'acquisition de parcelles additionnelles. Plus rien ne sera comme avant. Les militaires, gendarmes et policiers qui tiennent des barrages illégaux sur les routes ivoiriennes seront sanctionnés. Ils répondront désormais de leurs actes conformément au code de la fonction militaire. Ce langage formel est du ministre en charge de la Défense. Paul Kofi Kofi l'a annoncé au cours d'une récente tournée qu'il a effectuée sur plusieurs axes du centre, de l'ouest et du nord du pays. Il a d'ailleurs donné le ton de cette mesure à des agents qu'il a pris lui-même, la main dans le sac. Mamadou Kouassi. À l'origine de cette tournée, le rapport d'une mission d'inspection initiée par le ministère en charge de la Défense sur l'ensemble du territoire national, courant juin 2013. Ce rapport révèle que le nombre de barrages autorisés, qui est de 33, a été multiplié par 5. Cette situation, Paul Kofi Kofi la juge inacceptable, en ce qu'elle ternit l'image des hommes en uniforme et met à mal l'économie nationale. Il faut donc agir. C'est pourquoi le ministre en charge de la Défense a sillonné 6 jours durant plusieurs axes du sud, du centre, de l'ouest et du nord de la Côte d'Ivoire. Sur tout le parcours, les agents en poste sur les barrages autorisés ou en mission commandée, documents à l'appui, ont eu droit à des mots d'encouragement du ministre Paul Kofi Kofi. En revanche, tous ceux qui tiennent des postes de contrôle illégaux sur les routes sont immédiatement désarmés et embarqués pour l'unité de gendarmerie la plus proche. Vous êtes à un barrage, il faut que vous justifiez pourquoi vous êtes là. C'est pourquoi nous avons pris ces éléments pour les remettre à la gendarmerie. Les PV seront établis et en fonction des fautes commises, les sanctions seront prises. La phase de sensibilisation est terminée, passons à la phase de répression. Le ton de la répression vient ainsi d'être donné par le ministre en charge de la Défense. Un avertissement pour tous ces agents qui, sur leurs routes, continuent de ramer à compte courant des décisions du gouvernement ivoirien. Autour à Abidjan, où des entrepreneurs ivoiriens ont été formés hier au cours d'un séminaire sur les procédures de passation des marchés. Les apprenants ont aussi eu la possibilité de s'inscrire dans la base de données des potentiels fournisseurs du système des Nations Unies. La Côte d'Ivoire, 13e fournisseur du système des Nations Unies, ambitionne de se positionner dans le top 10 de ce classement. Victorine Yaoyobwe. 23 milliards de francs CFA, voilà ce que rapportent les marchés des Nations Unies à la Côte d'Ivoire. Ce chiffre pourrait être revu à la hausse avec ce séminaire qui donne l'occasion aux entreprises privées ivoiriennes, exerçant notamment dans les domaines des services, du bâtiment, de l'alimentation et de l'informatique, de se faire connaître, mais aussi de se faire expliquer les procédures de passation de marché des Nations Unies. On vous expliquera comment vous devez procéder pour participer au processus de passation de marché et on vous montrera même dans la pratique comment vous inscrire dans notre base de données pour que la participation dans le système de passation de marché soit plus fluide et plus facile. Avec l'intervention des Nations Unies au Mali, ce sont des marchés potentiels qui s'offrent aux entreprises ivoiriennes et elles comptent bien saisir cette opportunité. Nous intervenons dans la construction de matériaux roulants. C'est vraiment une opportunité qu'on attendait. Vous savez, on voit l'ONU ici, par-ci, par-là, on se pose des questions, comment y adhérer. Mais c'est chose faite aujourd'hui. Dans le passé, nous sommes arrivés à compétir avec des sociétés à l'international. Et j'avoue que pour des entreprises installées en Côte d'Ivoire, nous partons défavorisés quand vous compétissez avec des entreprises internationales et que surtout que les produits que vous devez livrer se trouvent à l'international. Donc ils partent favoris. On espère que ce séminaire permettra d'éclairer un peu cet aspect-là et de pouvoir définir des chances donc pour les entreprises ivoiriennes. La Côte d'Ivoire est pour le moment le 13e fournisseur des Nations Unies. L'objectif du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, initiateur de ce séminaire, est de positionner le pays parmi les 10 premiers fournisseurs du système des Nations Unies. En bref et en images, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, CGECI, organise depuis ce mardi un atelier sur la gouvernance d'entreprises à l'intention des femmes. Il s'agit d'emmener les participantes à fortement contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires, à la performance de leurs entreprises ainsi qu'à une répartition plus équitable de leurs richesses.
Dans cette optique, jusqu'à vendredi, la Commission développement de l'entrepreneuriat féminin de la CGECI aura pour objectif de permettre aux participantes de s'approprier les principes et les enjeux de la gouvernance d'entreprise afin de renforcer la complémentarité qui devrait exister entre les intérêts des individus, ceux des entreprises et ceux du grand public. Un autre séminaire, il concerne à celui-là les chefs de section civile des greffes. Il s'est tenu hier avec pour objectif de renforcer les capacités des greffiers dans divers domaines, notamment l'accueil, l'écoute et l'explication des procédures aux justiciables. Maïsako. Les greffiers sont les collaborateurs directs du magistrat. Ils sont des acteurs clés de l'appareil judiciaire et les premiers interlocuteurs pour accéder à la justice. Ces fonctionnaires sont-ils appréciés par le public en termes de prestations et de diligence dans le service? Dans le travail, c'est souvent là. J'ai l'impression que quand on arrive, il y a beaucoup de gens, on ne sait pas qui est greffier, qui travaille ici. Il y a d'autres qui sont là pour vous donner de fausses informations. Les greffiers estiment pour leur part qu'ils pourraient faire preuve de plus d'efficacité vis-à-vis des justiciables si leurs conditions de travail étaient améliorées. Dans l'appareil judiciaire, les greffiers ne représentent rien, il n'a rien. Il monte dans le bus, il prend les rois, il habite les quartiers précaires comme tout le monde. Les gens ne voient que les apparences. C'est-à-dire ce que les justiciables disent. On m'a fait ceci, on m'a fait cela. Mais personne ne se penche réellement pour savoir comment vivent les greffiers. Leur travail consiste à faire quoi? Cet univers-là, comment c'est? Des questions qui devraient trouver des réponses au cours de ce séminaire de formation à l'intention des greffiers responsables de la section civile de la Cour d'appel, des tribunaux de première instance et des sections détachées. Vous savez que le président de la République, un de ses axes priorités, c'est de faire de la Côte d'Ivoire un état de droit. Mais pour qu'il y ait un état de droit, il faut que les gens puissent venir à la justice, poser leurs problèmes et que les acteurs de la justice les reçoivent convenablement, les traitent convenablement et que la justice puisse dire effectivement à la lumière des textes de la loi, eh bien votre problème là, il doit être réglé de telle façon. Au sortir des séances de formation, les greffiers devraient pouvoir mieux organiser l'accueil des justiciables, leur conseiller le meilleur mode de saisine et disposer de moyens techniques adaptés à l'accomplissement de leurs tâches. C'est une priorité du gouvernement ivoirien. L'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé à Grand Bassam s'inscrit dans le cadre du projet de lutte contre l'érosion côtière. Des études ont été menées sur la question. Depuis ce matin, les conclusions de ces travaux sont disponibles. Le reportage de Francis Boifo. 3 options pour l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam après les études de faisabilité conduites par des experts hollandais. L'une, c'est de draguer l'embouchure et redraguer annuellement ou même plus souvent et remettre du sable sur les plages à côté. La deuxième, c'est de protéger l'embouchure avec 2 épis. Ce sont des constructions qui protègent le canal, l'embouchure, de l'ensablement. Et la troisième option, qui est un peu expérimentale, c'est de mettre des brise-lames détachées. C'est comme une digue oblique dans la mer qui protège contre les vagues. Une seule option sera retenue à l'issue de cet atelier. Les experts hollandais et ivoiriens plancheront sur la durabilité de chaque solution en tenant compte de la texture du sable et du niveau de la mer. Dans tout cas, ça va être assez cher. Il faut penser à des milliards de CFA. Les réflexions prendront fin demain avec l'adoption de plusieurs recommandations à l'endroit du gouvernement. Les études de faisabilité sur l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam, qui ont coûté 65 millions de francs CFA à l'État, ont été initiées dans le cadre de la lutte contre l'érosion côtière. Les acteurs de la filière bétail, viande et céréales ont procédé aujourd'hui à l'ouverture d'un atelier national de concertation dans la commune de Cocody. La rencontre va durer 72 heures. Elle a pour but d'outiller les acteurs nationaux afin de valoriser le secteur et étendre ses actions aux pays membres de l'UEMOA. Le reportage de Patricia Ouétia dans nos prochaines éditions.
La Caisse nationale des prévoyances sociales CNPS a organisé samedi une double cérémonie de remise du prix d'excellence à ses meilleurs agents et de dédicace de 2 ouvrages sur la sécurité sociale en Côte d'Ivoire. C'était à l'auditorium de la Caisse TAB ici à Abidjan. Hugues Veblé. Une belle ambiance a marqué la désignation du super prix de l'excellence de la Caisse nationale des prévoyances sociales CNPS. Madame Kadé Nekodé Mireille, désignée auparavant meilleur agent de structure déconcentrée, officie à l'agence de la protection sociale du plateau à Abidjan. J'ai toujours fait mon travail avec l'amour. J'aime me mettre au service des assurés. Quand un assuré a un problème, je ne cherche pas à savoir si je connais l'assuré ou bien si nous sommes parentés. Je fais le travail correctement, sans demander quelque chose, sans attendre quelque chose en retour. Ont été également primés pour valoriser la performance et l'exemplarité, le meilleur agent de structure centrale, le meilleur manager et la meilleure structure. La CNPS était à la fête également avec la cérémonie de dédicace de 2 ouvrages ce même jour. La CNPS a plus de 50 ans au service de la protection sociale, écrit en collaboration avec Barouan Kipré Edmé, un ancien de la boîte, propose aux lecteurs les tests et les acteurs de terrain qui ont guidé le développement de la CNPS depuis 1956. Second ouvrage sur la route de la sécurité sociale. Traoré Adama Moussa, son auteur, ancien de la CNPS et actuellement à la présidence de la République, fait remarquer que la sécurité sociale est un choix de société qui peut transformer les vies et les espérances de millions de personnes. Dans l'actualité à l'étranger, elle se nomme Aïdara Aïchata Alassane Cissé. Elle est en course pour la présidentielle malienne. Seule femme de la compétition, Aïdara Aïchata Alassane Cissé était face à la presse hier pour présenter les raisons de candidature et ses ambitions pour le Mali, ses priorités, la reconstruction et le développement du pays et surtout la sécurité pour laquelle elle est candidate indépendante. La candidate de l'Alliance Château entend employer des grands moyens, nous dit Sylvie Touré. Une femme prétendante au trône. Aïdara Aïchata Cissé, candidate de l'Alliance Château, a des solutions pour le Mali. Aucun défi ne la fera reculer, même pas le rebelle Touareg à Kidal. Moi, présidente de la République du Mali, j'ai la capacité de régler ce problème, soit par le dialogue, ou si le dialogue ne marche pas, par la force. J'ai les 2 plans. Le premier plan, c'est dialoguer. Le deuxième plan, si le dialogue ne marche pas, c'est mater. C'est clair. Kidal, c'est tout simplement le Mali. Je ne suis pas dans une logique d'aller à l'autonomie, pas du tout. Je suis juste dans une logique de dire que Kidal, c'est le Mali. La sécurité et la paix, la reconstruction et le développement du Mali sont les priorités d'Aïdara Aïchata Cissé. À la jeunesse, elle propose 100 emplois par an et aux familles 100 000 francs par an, financés par un mécanisme appelé la bourse de soutien familial. D'ailleurs, c'est sur les jeunes et surtout sur les femmes, majoritaires sur la liste électorale, que cette candidate compte pour accéder au pouvoir. Mais les femmes doivent proposer aussi leur candidature. Elles doivent se faire confiance. Elles doivent militer. Parce que c'est trop facile de dire qu'on est là, on doit tout nous donner. Non. Le pouvoir s'arrache. Tout s'arrache. Si les femmes du Mali sont solidaires, et j'ai l'impression en tout cas que cette fois-ci, elles sont solidaires autour de ma personne, je crois qu'il n'y aura même pas de deuxième tour. Comptable de formation, Aïdara Aïchata Cissé est aujourd'hui à la tête de plusieurs entreprises. Elle est également députée et les Maliens lui reconnaissent un franc-parler, mais sont-ils prêts à loger une femme au palais de Koulouba? Aïdara Aïchata Cissé l'espère bien. Le président du Congo, Denis Sassou Nguesso, prêt pour assurer une médiation en République démocratique du Congo dans les concertations nationales que l'opposition de ce pays voisin réclame depuis quelque temps. Il a fait cette annonce au terme d'une visite d'une journée de Joseph Kabila à Brazzaville. Reportage. La visite de Joseph Kabila à Brazzaville n'est pas passée inaperçue. Le président du Congo-Kinshasa est venu demander conseil à son plus proche voisin, l'inamovible Denis Sassou Nguesso. Ensemble, ils ont abordé la guerre dans l'est de la RDC et surtout les blocages politiques entre Joseph Kabila et son opposition. À l'issue de la rencontre, proposition remarquée du président Sassou.
La RDC nous concerne directement. Sollicités au pas, nous les suivons en permanence. Et si les autorités souhaitent notre concours encore plus appuyé, comment pourrions-nous refuser? Sassou Nguesso se propose donc en médiateur du dialogue au Congo-Kinshasa. Réaction très critique à Brazzaville de l'opposition radicale. Nous avons été surpris par cette offre, d'autant que le président Sassou lui-même n'arrive pas à rencontrer ou ne veut pas rencontrer l'opposition congolaise dans son propre pays. En tant qu'opposition, nous avons réclamé la tenue des États généraux depuis le mois d'octobre 2012. Jusque-là, nous attendons la réponse du président Sassou. Même commentaire perplexe de cet observateur de la vie politique congolaise. Je pense que quand on va résoudre des problèmes ailleurs, on est sûr que chez soi, on a montré l'exemple qu'il n'y a plus de problèmes. C'est-à-dire qu'il faut commencer par balayer sa propre maison d'abord. Oui, naturellement. À Kinshasa, en revanche, l'opposition prend acte de l'offre de Sassou Nguesso. Vital Kamerhe, le chef de l'UNC, estime même qu'il ferait un bon arbitre. D'autres responsables politiques sont plus prudents. En tout cas, ils exigent maintenant du pouvoir un vrai dialogue et non de simples concertations. Le président par intérim égyptien, dans une adresse à la télévision, appelle au calme et à la réconciliation. Alors que les manifestations en faveur de l'ancien président Mohamed Morsi se poursuivent, Adli Mansour a promis de veiller en priorité à la sécurité des Égyptiens et de mettre en place une justice transitoire. Regardez. Presque un mois après le coup de force de l'armée égyptienne, les tensions ne retombent pas dans le pays. Les violences ont même tendance à s'aggraver. Nouveaux affrontements dans la ville de Giza, près du Caire, entre pro et anti-Morsi. Bilan 6 morts et de nombreux blessés. Un témoin vivant dans le quartier décrit la scène comme extrêmement violente. Ils tiraient à l'arme automatique depuis le pont. Ils sont sortis de la mosquée pour tirer. Ils sortaient et entraient à la mosquée avec leurs armes. La famille de Mohamed Morsi, quant à elle, annonce un dépôt de plainte contre le chef de l'armée pour séquestration de l'ex-président, toujours détenu dans le plus grand secret. Nous n'avons toujours pas pu entrer en contact avec mon père, que ce soit de façon légale ou illégale, depuis le 3 juillet, date du coup d'État. Et nous ne savons pas où il est détenu. L'armée est au centre de toutes les critiques de la part des sympathisants islamistes. Devant la Cour constitutionnelle, un rassemblement proche des frères musulmans demande le retrait des militaires de la vie politique. Il n'y aura pas de retour en arrière. Il faut mettre fin au pouvoir des militaires. Il faut mettre un terme au règne de la sécurité d'État. Mais pour l'armée, pas question pour le moment de rendre les rênes du pays. Le président par intérim, Adli Mansour, tente d'apaiser les tensions. Nous voulons écrire une nouvelle page de cahier de la nation. Sans rancune ni haine, sans division ni confrontation, sans ternir l'image de ceux qui ont œuvré pour ce pays. Le nouveau gouvernement doit mener une révision de la constitution votée sous Mohamed Morsi dans une Égypte profondément divisée. Et puis hier, à 16h34, naissait un bébé, pas comme les autres en Grande-Bretagne. Kate Middleton, épouse du prince William, a donné naissance à un garçon. L'enfant pèse 3,8 kg. La nouvelle mère de 31 ans et son enfant se portent bien et ont passé la nuit à l'hôpital. Le prince William était aux côtés de sa femme pendant l'accouchement. Le nom de l'héritier royal sera annoncé au cours des prochains jours. Ils sont épuisés après ce qui a été un véritable marathon d'attente devant l'hôpital Sainte-Marie de Londres. Mardi matin, les fans les plus acharnés de la famille royale britannique étaient heureux et pleins d'espoir. J'aimerais tellement porter leur bébé, mais bon, je ne pense pas qu'ils me laisseront faire. On n'a pas dormi de la nuit. Et quand on a entendu la nouvelle, on a chanté, dansé, trinqué et chanté encore en criant « C'est un garçon, c'est un garçon !» Lundi à 20h24, 4 heures après l'accouchement, c'est un crieur qui annonce dans les règles de l'art la naissance du bébé royal. Tout de suite, la foule laisse exploser sa joie devant l'hôpital. La fête s'empare de toute la ville jusque tard dans la nuit. Fans et touristes convergent devant les grilles de Buckingham Palace.
Oui, c'est comme une grande fête, c'est la soirée de Londres. Deux êtres qui s'aiment, qui ont un bébé ensemble, fantastique. Rapidement, la naissance du bébé de 3 kg et 800 grammes fait la une des journaux du monde entier. Au Japon, la famille royale britannique est partout et même dans les pensées du Premier ministre. C'est une grande et heureuse nouvelle pour le Royaume-Uni et pour le monde entier. Mes sincères félicitations. Il faudra attendre la sortie de l'hôpital de Kate Middleton pour apercevoir le bébé royal. Troisième dans la lignée d'accession au trône, l'arrière-petit-fils d'Elisabeth II est en tout cas déjà une star. Voilà qui marque la fin de cette édition. Restez sur RTI1 à partir de 21h, le grand débat avec Lassine Fofana autour de la question de la cybercriminalité. La Côte d'Ivoire sous menace grandissante. Vous aurez l'occasion de découvrir les brouteurs. Que veulent-ils? Qui sont-ils et qui sont leurs victimes et comment l'État compte-t-il enrayer ce fléau? Ce sera donc à partir de 21h sur nos antennes. On se retrouve demain pour une autre édition de 20h. Excellente soirée sur la chaîne qui rassemble. Bonsoir.